comment relancer la perte de poids après l'hiver et comprendre son métabolisme pour enfin développer le corps. Si votre corps ne maigrit plus, ce n'est pas par manque de volonté ou parfois pas par manque de volonté, c'est peut-être surtout un problème de métabolisme. Alors bonsoir à toutes et à tous. Oui, je sais, je me répète, mais certains n'étaient pas là avant. Je suis vraiment heureux de vous retrouver ce soir pour un webinaire qui va parler énormément à beaucoup de personnes. Après l'hiver, on le sait, beaucoup d'entre vous font des efforts. Vous essayez de manger mieux, vous essayez de bouger plus, et pourtant le poids ne redescend pas. Alors pourquoi? Parce que le corps ne fonctionne pas uniquement en calories, il fonctionne en équilibre hormonal, en inflammation, en stress et également en vitalité métabolique. Et ce soir, Julie va nous aider à comprendre comment relancer cette dynamique. Alors, ce webinaire vous est offert par Nutrilogix, dont le rôle, vous le savez, n'est pas uniquement de vous proposer des compléments de qualité, certes, mais nous sommes aussi là pour vous aider à mieux comprendre pourquoi votre nutritionniste, votre thérapeute vous recommande certains compléments, comprendre ce qui se passe dans votre corps, parce que lorsqu'on comprend, on adhère mieux, et lorsqu'on adhère mieux, on avance mieux. En résumé, comprendre pour mieux être. Alors, petite alerte, bien sûr, les informations qui vont être partagées ce soir n'ont qu'une une vocation, pardon, informative et éducative. Elles ne remplaceront en rien un avis médical, un diagnostic ou les recommandations personnalisées de votre médecin ou de votre professionnel de santé. Toute décision concernant votre santé, n'oubliez pas de vous référer bien évidemment à votre praticien. Et pour commencer, pour nous guider, j'ai le plaisir d'accueillir Julie Aimé. Bonjour Julie. Bonjour Cédric, bonjour à tous et à toutes. On ne s'est pas encore vu, donc on se dit bonjour maintenant. Euh, Tu es naturopathe diplômée au Sénato à Paris, hein, pour ceux qui connaissent. Alors, en préparant également cette introduction, j'ai découvert, j'avais peut-être oublié, que tu étais iridologue, je ne savais pas. Et également aromathérapeute, tu es certifié par la Fédération des écoles de naturopathie. Tu as également un diplôme ADU, ce qu'on appelle un DU, un diplôme universitaire, pardon, à l'Université de médecine de Bourgogne. Et tu continues régulièrement à te former. C'est d'ailleurs comme ça qu'on s'est rencontrés il y a quelques années lors d'une formation. Tu continues toujours ces formations et on se voit régulièrement. On s'est encore vu d'ailleurs ce week-end À euh, Paris. à Paris. Voilà, quand c'est pas à Nice, c'est à Paris. Tu accompagnes maintenant depuis près de 10 ans ou plus de 10 ans même, je pense, des personnes qui justement se sentent un peu bloquées dans leur corps pour avancer. Et je ne vais pas être beaucoup plus long. Ah si, peut-être j'aurais dû dire, rajouter, j'aurais pu rajouter que tu es autrice du livre Perdre du poids avec la naturopathie. Et j'ai découvert il y a quelques années, non seulement l'autographe que tu m'avais laissé, mais on va mieux comprendre aussi, comprendre comment tu es devenu naturopathe par cette simple phrase qui t'a été dite par un proche. Quand tu auras 50 ans, tu seras tellement grosse que tu ne pourras même plus monter les escaliers. Ouais, Eh bien, c'était tu vas mon nous père. expliquer, voilà, je te laissais le soin de le dire si tu le voulais. Euh, eh bien, voilà, je te laisse nous expliquer comment est-ce que tu as réussi et comment est-ce que tu fais réussir à débloquer enfin ce métabolisme. Ouais, merci beaucoup Cédric pour cette introduction très détaillée. Du coup, je vais partager ma présentation et justement, j'en profiterai pour raconter un petit peu mon parcours qui a aujourd'hui du lien. C'est pas pour rien que je parle de la perte de poids, c'est parce que moi aussi, je suis passée par là en fait. Quand on est généralement en hiver, qu'est-ce qui se passe? Bah, on profite des raclettes, hein, surtout si on est du côté de la Suisse, que je vois qu'il y a beaucoup d'amis qui sont en Suisse. Il y a le mauvais temps et du coup, on reste dans le canapé, on est un petit peu moins actif. Et qu'est-ce qui se passe? Bah, on a tendance à prendre du poids. L'été va arriver. Là, on est au mois de février. Globalement, sur la France aujourd'hui, il a fait particulièrement beau, peut-être aussi en Belgique et également en Suisse. Donc, on a envie de mettre les petites robes ou les shorts pour vous, messieurs, puisqu'on a des hommes ici ce soir. J'ai pas forcément l'habitude d'avoir des hommes qui me suivent. Donc, excusez-moi pour la petite robe. Et également, on a envie d'aller ressortir et voilà, d'alléger les vêtements.
Et qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va se mettre au régime, à savoir, on va manger moins et on va faire plus de sport. Le problème, c'est qu'on va rentrer dans un blocage métabolique si on fait ça, et on l'a tous déjà vu, on va entamer une perte de poids, peut-être que ça va marcher au début, après on va rapidement reprendre du poids, et puis avec les années, on se rend compte que plus on essaye de faire ces régimes avec les restrictions alimentaires et plus de sport, et bien moins ça va fonctionner. Alors pourquoi les régimes échouent? Donc ça, c'est des chiffres que j'ai repris de l'Agence nationale sanitaire et de sécurité sanitaire. C'est que plus on fait de régime, plus on favorise la reprise pondérale. Donc, déjà, numéro un, l'idée, c'est pas de se mettre au régime. Ensuite, il y a environ 80% des personnes qui vont reprendre le poids perdu. Ok. Donc, dans tous les cas, les régimes, on a 8 chances sur 10 de reprendre du poids, et d'autant plus que si on en fait au fur et à mesure des mois et des années, il va y avoir un risque d'effet yo-yo. Et puis finalement, il y a 15 études qui ont mis en évidence que les personnes en régime ont même un risque accru de devenir obèses sur le long terme comparé à celles qui ne font pas de régime. Donc vraiment, le régime, c'est vraiment pas quelque chose qui est conseillé pour perdre du poids de manière durable, en tout cas. Alors pourquoi, comment on peut l'expliquer? Bien déjà, la restriction, elle est vécue comme un stress. Vous l'avez déjà vécu, quand vous mangez de la salade et que vous avez faim l'après-midi, vous êtes stressé. Quand il faut être dans un environnement social où on vous propose des choses à manger, telles que le restaurant ou chez des amis, ça va générer un stress, ça va générer une frustration. Mais le corps aussi, lui, est en stress parce qu'il n'a pas les nutriments dont il a besoin pour bien fonctionner. Donc il va passer en mode finalement économie. Il est habitué à faire ça puisque tous les temps et depuis qu'on est arrivé sur Terre, l'homme avec un grand H a vécu des périodes de frustration alimentaire. Hein. Il y avait pas des supermarchés. Et donc, il sait très bien passer en mode économie, donc dépenser moins de calories au repos. En plus, quand on perd du poids avec les régimes, donc une perte de poids rapide, ou quand vous voyez sur la balance le chiffre qui diminue, vous êtes super content, bah, généralement, ce n'est pas du gras qu'on perd, mais c'est principalement du muscle. Or, la perte musculaire va entraîner un métabolisme qui va être plus lent, et donc vous allez perdre moins de calories avec ces muscles en moins. Et puis, il y a également le déséquilibre nutritionnel que va impacter les régimes. Généralement, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on enlève hein, les produits caloriques, donc généralement, on enlève le gras. Or, le gras, ben, c'est quand même assez important pour le fonctionnement du cerveau. Il faut savoir que 60% du cerveau, ben, c'est du gras. Et ça va entraîner aussi des pertes en vitamines et minéraux. Et bien évidemment, tout l'impact psychologique et social et également de fatigue. Moi, j'ai beaucoup de femmes qui aujourd'hui sont vraiment fatiguées avec un corps épuisé à force des régimes à répétition. Alors moi aussi, j'ai fait beaucoup de régimes. Alors vous me voyez là plus jeune, c'était moi, donc moi que j'étais quand même un peu plus en forme. Et ce que peut-être ne sait pas Cédric quand il a fait ma présentation, c'est qu'avant d'être naturopathe, j'étais ingénieure. J'étais ingénieure dans la construction durable et j'avais voilà pas mal de problèmes, bah, difficulté à perdre du poids, mais également ballonnement, fatigue et finalement la médecine allopathique ne trouvait pas de réponse en fait à mes questions, me disait que tout allait bien finalement avec mes prises de sang et que c'était dans ma tête et qu'il fallait que je prenne des anxiolytiques et des antidépresseurs. Et puis, un jour, on m'annonce que j'ai un cancer du col de l'utérus. Alors, je n'ai pas eu de cancer, il y avait une suspicion. Mais finalement, tout ça, ça m'a fait prendre conscience que, bah, en fait, mes analyses ne pouvaient pas aller bien et derrière que je développe un cancer ou en tout cas des cellules cancéreuses au niveau du col de l'utérus. Et c'est pour ça, en fait, finalement, que je me suis reconvertie à la naturopathie, mais pas que, hein, comme tu as dit, Cédric, je vais aussi faire un diplôme universitaire pour vraiment comprendre les causes profondes du fonctionnement de l'organisme. Et c'est comme ça que j'ai compris finalement que j'avais des blocages, des dérèglements hormonaux, des dérèglements du microbiote, des carences en vitamines et minéraux qui empêchaient mon corps de fonctionner correctement. Et aujourd'hui, bah voilà, c'est mon objectif, c'est de répandre la bonne parole et de pouvoir aider les hommes, enfin les femmes, un peu les hommes aussi, mais généralement les hommes c'est plus facile pour aider à ce qu'ils puissent perdre du poids
sans régime, sans frustration, tout en améliorant leur énergie, tout en gardant un ventre plat, etc. Julie, avant de passer à la dia suivante, est-ce que tu peux Ouais, revenir sur la précédente ouais. et m'expliquer à quel moment de ta vie tu t'es dit qu'il fallait tirer une photo en mettant les pieds sur la toilette? Alors là, cette photo, J'arrête, j'arrête, je te laisse j'avais continuer. fait. Merci, c'est mec. Ok. Voilà, je ne saurais pas te dire. Voilà, donc je suis naturopathe depuis 2015. Vous me retrouvez sur Instagram, YouTube, etc. Et comme l'a dit Cédric, j'ai également écrit un livre, Perdre du poids avec la naturopathie, il a très bien montré. Alors, ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui, trois points. Le premier, c'est pourquoi le métabolisme ralentit en hiver, hyper important. Le deuxième levier, ça va être les quatre leviers puissants pour perdre du poids après l'hiver. Et après, on abordera une session de questions-réponses et je répondrai bien évidemment à toutes les questions. Donc, on va commencer par le premier point qui est pourquoi le métabolisme ralentit en hiver. L'une des premières raisons, c'est qu'il y a moins de lumière. Quand il y a moins de lumière, il va y avoir une sécrétion de mélatonine qui va être moindre, qui va être augmentée, pardon. Puisque la mélatonine arrive avec la baisse de lumière, arrive avec l'obscurité. Donc, on va avoir plus envie de dormir, donc moins forcément envie de faire une activité physique. Ensuite, il y a la sérotonine, elle, qui va baisser, hein, et elle va nous générer des envies de sucre. La sérotonine est activée avec la lumière. C'est pour ça que on recommande généralement pour les zones où on va dire où il y a un peu moins de soleil en hiver, les fameuses lampes de luminothérapie qui aident au niveau du moral à garder un bon moral. Ça va aider à la synthèse naturelle de sérotonine. Ok. Et donc quand il y a moins de sérotonine, on va avoir plus envie de sucre. Il y a également un peu plus de stress en hiver, généralement avec les journées un peu plus courtes, il y a un peu plus également de travail, généralement il y a les fêtes aussi, hein, qui peuvent être un peu stressants pour certains. Et en fait, ce cortisol, donc qui est cette hormone qui va être sécrétée suite au stress, en tout cas au stress chronique de l'hiver, va favoriser le stockage et notamment le stockage au niveau abdominal. Il va également perturber lui aussi le sommeil, ok, puisque si le cortisol est élevé, il va y avoir une baisse de mélatonine qui est l'hormone du sommeil et il va augmenter également ce cortisol les envies de sucre. Donc les envies de sucre sont un petit peu plus augmentées à la fois par la baisse de la sérotonine et à la fois par l'augmentation du cortisol. En hiver, on a aussi tendance à prendre plus d'aliments réconfortants. Il fait froid, donc on va plus vers des plats, on va dire, un peu plus gras, un peu plus copieux. Voilà, c'est la saison aussi de la raclette, la tartiflette et compagnie. Donc, on va stimuler une autre hormone, on la verra un peu plus loin dans le détail, qui est l'insuline. Le corps va stocker également plus facilement et avec l'insuline, la combustion des graisses sera franchement diminuée. Donc, ce qui va également faire que finalement, on va brûler peu de graisse et on risque de prendre du poids. On bouge moins aussi en hiver, d'une manière générale. Quand je dis on, je vise personne, mais encore une fois, avec les journées qui sont plus courtes, le soir, on n'a pas forcément envie d'aller à la salle de sport parce qu'il fait déjà nuit, il pleut un peu plus le week-end, donc on a moins envie de sortir. Tout ça va faire qu'on va dépenser moins d'énergie au final sur les mois de l'hiver. Le mouvement va stimuler la sensibilité à l'insuline, donc on va être moins sensible à l'insuline si on fait moins d'exercice et donc on aura tendance à stocker plus. Le mouvement, comme il aide à la combustion des graisses, là encore, en hiver, si on fait moins de mouvement, ça va moins aider à dépenser. Et ça ne joue pas également sur le mental de faire moins d'activité physique, au contraire. Donc tout ça va faire que le métabolisme va ralentir, hein, moins de muscles également, que l'insuline va monter et que le stockage va être favorisé. Il y a le microbiote aussi qui peut changer l'hiver. Alors, c'est pas forcément en 2, 3 mois qu'on change un microbiote, puisque le rééquilibrage peut se faire sur plusieurs mois. Mais ce qu'il faut prendre en compte, c'est que généralement, on mange moins de fruits et légumes frais. Déjà, il y en a moins à notre disposition. Il y aura une diversité alimentaire qui sera moindre et il y a également des infections qui se feront un peu plus, on va être un peu plus attaqué par des éléments pathogènes.
Donc le microbiote intestinal, il va pouvoir s'appauvrir. Or, il faut savoir qu'il joue un rôle, ce microbiote, dans la régulation du poids, dans l'inflammation et dans la gestion de la glycémie. Et pour vous expliquer ça, en fait, il y a une étude, donc si, pour ceux et celles qui veulent aller voir l'étude qui est en bas, peut-être que certains ont déjà entendu parler de cette étude, où des chercheurs ont transplanté le microbiote intestinal d'une souris obèse dans une souris mince. Et le résultat, c'est que la souris mince est devenue obèse sans changer son alimentation ni son activité physique. Le microbiote joue un rôle fondamental dans la perte ou la prise de poids. Inversement, et lorsqu'on a donné à une souris obèse un microbiote de souris mince, eh bien, la souris mince est devenue obèse. Donc, dans les deux cas, ça marche, ok. Alors, on n'a pas forcément le microbiote d'une souris, mais en tout cas, ça montre que le microbiote joue un rôle clé dans la façon dont le corps stocke les graisses et régule le métabolisme. Et si le microbiote est déséquilibré, perdre du poids sera toujours un combat. Ok. Donc ça, c'est pour rappeler quand même que le microbiote, c'est très important. Alors du coup, perdre les kilos en hiver, oui, mais pas en faisant un régime de plus, hein. On a vu que ça fonctionnait pas sur le long terme, en tout cas. Les régimes vont ralentir le métabolisme et ce que nous allons faire maintenant, c'est l'inverse. Donc c'est vraiment booster le métabolisme pour pouvoir perdre du poids de manière durable pour que ce printemps et encore mieux en été, vous puissiez mettre vos petits shorts ou vos petits robes. Donc on va voir les fameux quatre leviers métaboliques qui vont permettre réellement de booster la perte de poids. Donc ces quatre leviers, en un, on va avoir la glycémie, où je vais vous expliquer un peu plus, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'insuline. On va jouer également sur le stress, le cortisol, l'hormone du stress qui va favoriser le stockage abdominal. Donc on va essayer d'apaiser ça. On va réactiver le foie, qui est vraiment fondamental, et notamment encore plus en période de printemps pour stimuler l'élimination des toxines et on va aider à reconstruire le muscle. Alors, on commence par le numéro un. Et donc, on va essayer de stabiliser cette glycémie. Et pour stabiliser la glycémie, ça va peut-être vous paraître bizarre, mais en tout cas, moi, ce que je conseille, c'est de structurer 4 vrais repas par jour. Le petit déjeuner, le déjeuner, goûter et dîner. Oui, c'est important de prendre un goûter. Pourquoi? Bah parce qu'il y a ce magnifique schéma qui existe. Alors, il n'est pas de moi, il est du docteur Claude Chauchard. Hein, rendons à César ce qui appartient à César, qui peut paraître un petit peu compliqué, mais je vais vous l'expliquer. En fait, notre corps est régulé par des cycles, et notamment le cycle circadien. Et on a 4 pics, on va dire, de cortisol par jour. Ce sont des pics de cortisol qui sont naturels. Ce ne sont pas des grands pics de cortisol en disant «Ouh là là, ça va stresser mon corps». Ce sont des pics naturels de cortisol que notre organisme fabrique naturellement. C'est comme les fleurs qui s'ouvrent le matin et qui se ferment le soir. Ben, nous, c'est pareil, naturellement, on a 4 pics de cortisol. Et ces 4 pics de cortisol, donc qui sont environ à 8 heures, midi, 16 heures et 20 heures, vont engendrer également un pic d'insuline. Ça signifie que le corps va s'attendre à recevoir de la nourriture. Donc naturellement, le corps s'attend à recevoir de la nourriture à 8 heures, midi, 16 heures et 20 heures. Donc c'est important et c'est un petit peu la base de la chronobiologie de manger 4 fois par jour pour aider justement à être dans le même rythme biologique de notre organisme. On voit aussi qu'il y a une activité de l'estomac qui est assez élevée plutôt le midi, ce qui va permettre de manger plutôt des protéines fortes le midi, puisque l'estomac digère les protéines. Et puis, les enzymes digestives, donc ce qui nous aide à digérer, sont principalement aussi élevées le matin et le midi, puis très peu le soir. C'est une raison pour laquelle, généralement, le soir, les repas gras, généralement, on les digère beaucoup moins bien que le matin ou le midi. Ok. Donc, 4 repas par jour, finalement, pour aider à réguler notre insuline. Ensuite, en deuxième point très concret, on va essayer de mettre des protéines à chaque repas. Les protéines aident à stabiliser la glycémie. Elles vont aider également à réduire les fringales et elles vont soutenir la masse musculaire qui va nous permettre de
dépenser plus d'énergie au repos. Les protéines, c'est vraiment essentiel. Donc on a à la fois les protéines animales, donc celles qui sont à privilégier, si possible de qualité biologique, les œufs, poissons plutôt de sauvages, volaille, viande, pareil si possible biologique, yaourt grec ou skyr plutôt de chèvre ou de brebis. Normalement, le yaourt grec à la base c'est chèvre ou brebis. Les sources végétales, ça peut être les légumineuses, donc les lentilles, les pois chiches, les haricots rouges. Ça, si vous les digérez, si vous les digérez pas, ne vous forcez pas. Et le tofu, le tempeh, qui sont souvent mal comprises, on va dire, mais voilà, qui peuvent être aussi des bonnes sources de protéines végétales. Le plus important, moi, ce que je conseille, c'est une source de protéines à chaque repas. Donc matin, midi, goûter, soir. Le troisième point pour aider à réguler cette glycémie, c'est à chaque fois que vous mangez des glucides, y associer des fibres et des protéines. Par exemple, je vous déconseille au goûter, par exemple, de manger une pomme seule. Ça va, comme c'est du sucre, même si c'est le sucre du fruit, hein, c'est du fructose, mais ça va quand même augmenter le glucose dans le sang. Dans ces cas-là, pour lisser, on va dire, le pic de sucre, l'associer à une poignée d'amandes. Et c'est mieux si on mange la poignée d'amandes avant la pomme. Ok. Pareil, si vous avez la chance qu'on vous offre des macarons parce que vous adorez les macarons, avant de manger les macarons, prenez une poignée d'amandes, ça va moins stimuler votre insuline. Vous pouvez prendre aussi du chocolat, au moins à 85% si vous aimez bien sûr le chocolat. Et le quatrième point, c'est de bouger après le repas. 10 minutes de marche, ça suffit pour améliorer la gestion du sucre. La fameuse marche digestive. Ok. Ça, c'est important, 10 minutes, ça suffit. Passons au levier numéro 2 avec le fameux stress et comment apaiser son stress. Alors, souvent Julie, le... si tu, Oui, Julie, tu m'entends? Si tu, ouais, si tu permets, si tu bien sûr. permets, pour revenir sur les quatre repas par jour, je Ouais. posais une question qui sera d'office posée, à mon avis, après. Certaines personnes ont l'habitude justement de se dire, moins je mange, plus je maigris. Ouais, OK? Et ces ouais. personnes qui ont l'habitude de ne pas prendre de petit déjeuner en pensant que c'est une solution idéale, qu'est-ce que tu en dis? Sauf si tu me dis que tu touches ce sujet après dans Non, tes slides, mais ouais, j'en sinon, parle pas. voilà, le petit déjeuner. Ouais, c'est vrai que j'ai aussi testé le jeûne intermittent pendant un Mhm. certain temps et sauter le petit déjeuner le matin, moi perso j'ai pris du poids. Je me suis rendu compte que beaucoup de mes clientes ont également soit pas perdu de poids en sautant le petit déjeuner, soit ont pris du poids également. Alors, sur la théorie, ça donne envie, hein, le jeûne intermittent, avec tout ce qu'on entend, toutes les études qu'il y a dessus, mais je pense que ça dépend des personnes. Je pense que des personnes, chez des personnes, ça marche, ça fonctionne. Je vois ce que ça fonctionne généralement chez les hommes. Ok. Chez les femmes qui ont plus une sensibilité hormonale, qui sont également un peu plus sensibles au stress, il est important pour moi de prendre un petit déjeuner puisque c'est le matin qu'on va synthétiser les hormones et les neurotransmetteurs. Donc, il est important dès le matin d'amener des protéines et également du gras. Généralement, si on saute le petit déjeuner, on va avoir tendance à récupérer ou en tout cas avoir un dîner qui est un peu plus copieux parce que justement, on sait que le lendemain matin, on va pas manger. Donc, on se dit, bah, tiens, je vais me rattraper au dîner. Or, le dîner, pour le coup, s'il y a bien un repas à alléger, c'est celui-là. Voilà. Le dîner, donc pour nos amis belges, Ah, le c'est le dîner, souper. c'est bien le repas du soir, c'est le souper. Oui, c'est le souper, oui. Pour vous, le dîner, c'est le déjeuner, c'est ça? Non. Le petit déjeuner, le dîner, c'est le déjeuner, oui, oui, c'est ça. C'est le souper. Après, on s'est fait à votre langage. Oui, oui, oui. Bah... Ok. Bon, si je parle chinois ou si j'ai des mots bizarres, vous me Non, dites. non, c'est parfait. Ok, super. Donc voilà. Donc on va s'occuper de maintenant en levier 2 du stress. Et en fait, j'aimerais juste refaire un petit point sur le stress parce que souvent c'est quelque chose de mal perçu associé à quelque chose qui est mauvais. Or, le stress, c'est pas mauvais en soi, c'est un ensemble de réactions biologiques, physiologiques et psychologiques
qui nous a permis de nous mobiliser et de nous défendre face à une agression ou une menace. En fait, c'est ce qui nous a permis de survivre à travers les âges. Parce que le but, c'était soit la fuite ou le combat quand il y avait une menace, hein. Le but, c'était de survivre dans un milieu hostile. Je rappelle qu'on est quand même des hommes de Cro-Magnon à la base. Le problème aujourd'hui, c'est que ce sont les mêmes réactions biologiques, physiologiques et psychologiques qui se passent dans l'organisme, mais il n'y a plus cette fuite ou ce combat. C'est généralement, on est sous les dossiers, on a énormément de travail à réaliser, et mais c'est exactement la même chose qui se passe dans le corps. Il y a ce fameux syndrome général d'adaptation de Monsieur Franz Sely qui a réalisé ça en 1974, qui met bien en avant justement ce stress. Et pour lui, il y a trois phases. Il y a la phase d'alarme, qui est la phase généralement où il y a le stress qui arrive. Là, on sécrète plutôt l'adrénaline. Ça, vous avez déjà sûrement vécu cette situation où vous êtes en voiture, où vous êtes un piéton et en voiture, vous voyez pas un piéton qui arrive. Alors vous l'écrasez pas, hein, vous freinez juste à temps. Mais il y a ce moment où vous avez quand même un coup de chaud, il y a les poils qui s'hérissent. Là, c'est l'adrénaline. Ok. Ensuite, si le stress se poursuit, donc par exemple, la phase d'alarme, c'est votre patron ou votre chef qui vous donne des dossiers. Un jour, deux jours, si ça se poursuit, on est dans une phase de résistance. Donc on est dans une phase de stress chronique. Donc là, c'est plutôt le cortisol qui prend le relais. Et cette phase va être plus ou moins longue en fonction des temps de repos, de votre propre capacité à encaisser le stress, de l'intensité du stress aussi, hein. C'est pas la même chose si on a des dossiers à rendre que si on va à la guerre, et tout un tas d'autres paramètres. Et une fois que on n'arrive plus à faire face à cette phase, donc il n'y a plus de cortisol, on rentre dans la phase d'épuisement. On appelle ça aussi le burn-out. Le burn-out, souvent on l'utilise un peu à tort et à travers, mais c'est une situation où il n'y a plus de cortisol. Enfin, il n'y en a plus beaucoup en tout cas, parce que s'il n'y en a plus du tout de cortisol, on est mort, hein. Mais vraiment hyper important de comprendre ça, c'est que le cortisol, c'est pas mauvais, c'est les excès de cortisol qui sont mauvais. C'est le stress chronique. Ok. Mais le cortisol, c'est ce qui nous permet aussi d'être plus performants. Là, heureusement que j'ai du cortisol pour vous parler. C'est comme ça que je suis, alors, ou pas, plus performante, mais en tout cas, voilà, si j'étais en train de bâiller tout le temps, bah, peut-être que j'aurais pas tout ce que je voudrais vous dire. Pendant les phases, donc si on reprend les trois phases, hein, alarme, résistance et épuisement, c'est ce qu'on avait ici, alarme, résistance, épuisement. En fait, on retrouve notre fameuse sérotonine qui va aider à gérer tout ce qui est la satiété et la sérénité. Donc rappelez-vous, j'en ai parlé au début, quand il y a moins de sérotonine, on a tendance à vouloir manger plus de sucre. Bah, typiquement, quand on rentre dans la phase d'épuisement, il y a beaucoup moins de sérotonine et donc on aura envie d'aller manger plus. Il y a la sécrétion de cortisol va également engendrer une fuite urinaire de magnésium. Or, le magnésium, c'est un oligo-élément hyper important pour lutter contre le stress. Donc, en fait, on rentre dans un cercle vicieux. Plus on stresse, plus on perd de magnésium, plus on perd de magnésium, plus on stresse. Et également, il y a un autre neurotransmetteur qui va diminuer, notamment dans la phase d'épuisement physique, c'est la dopamine. Et la dopamine, c'est vraiment le moteur qui nous donne l'envie, qui nous donne la motivation à aider le matin. Ok. Et donc ce schéma nous montre, enfin, dit deux choses, c'est qu'il y a le burn-in et le burn-out. Le burn-in qui arrive avant le burn-out, qui est vraiment la phase d'épuisement psychique. Mais physiquement, on peut encore, on va dire, avancer, faire des choses, mais on n'en a plus envie. Et le burn-out, c'est vraiment, il y a une fatigue extrême, un épuisement du corps, et pas seulement de l'esprit. Pourquoi le stress, ça bloque la perte de poids? Bah, quand le stress devient chronique, donc il y a cette fameuse augmentation de cortisol, qui va augmenter le stockage abdominal, qui va également lui favoriser les envies de sucre, qui va dégrader le sommeil. Or, on sait également que moins on dort, bah, plus on stocke, et qui va faire que l'énergie baisse. Donc, on aura moins également envie d'aller faire de l'activité physique. Ok. Votre corps, s'il est stressé, il va pas chercher à perdre du poids.
il va chercher plutôt la sécurité. Il va bloquer, en fait. Comment on peut faire? Alors, on peut améliorer le sommeil concrètement. Alors, c'est peut-être des choses bateau que je vous dis, mais c'est important de le rappeler. Heure de coucher régulière, pas d'écran 60 minutes avant, chambre sombre et fraîche. Il est important que la chambre soit fraîche, ok? 16-20 degrés grand maximum. Et on peut mettre en place une routine apaisante le soir. Donc là, je vous ai remis quelques tips qui sont importants, comme la literie de qualité. Pour certains, si c'est le cas, considérez le sommeil comme un gros cadeau que vous vous faites, pas je dois aller me coucher, mais plutôt je le mérite. Ce qui marche aussi, c'est de prendre une douche fraîche avant. Parce qu'il faut rafraîchir le corps. C'est en rafraîchissant le corps qu'on arrive à dormir. Si vous voulez vous prendre un bain chaud, prenez-le 1h30 à 2 heures avant. Ça va vous détendre, ça va vous relaxer. Et vous pouvez finir le bain chaud par une douche fraîche. Pensez également aux bains de pieds chauds qui sont très efficaces aussi. Ça, c'est une technique facile à mettre en place. Vous n'avez pas besoin de baignoire, vous avez juste besoin d'une bassine où vous mettez les pieds dans l'eau chaude et finalement le chaud va attirer le sang dans les pieds et ça va vous décongestionner la tête et ça va vous permettre d'être plus relaxé. On n'oublie pas d'avoir une chambre avec une obscurité totale si on peut et limiter l'exercice physique le soir parce que ça va réchauffer encore le corps. Si vous faites de l'activité physique le soir, on reprend le tips de la douche fraîche pour rafraîchir le corps. Ça, c'est important. Pour améliorer son sommeil, on peut déjà consommer aussi du tryptophane qui va aider à la sérotonine, qui est finalement le précurseur de la mélatonine. Ça, je vous l'ai pas dit, mais la sérotonine, c'est le précurseur de la mélatonine qui est l'hormone du sommeil. Et pour ça, on peut déjà préparer son sommeil avec un goûter où on apporte du tryptophane via les aliments. Typiquement, la banane, c'est top. Si vous aimez ça, hein, si vous aimez pas ça, vous forcez pas. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment pas la banane, mais à la fois il y a du tryptophane et à la fois il y a des glucides, ce qui va favoriser le passage de la sérotonine vers le cerveau. Ok. Vous pouvez aussi prendre avec la banane, du coup, pour faire baisser l'index glycémique, une poignée d'amandes ou de noix et ou un carré de chocolat noir. Et puis vraiment, si vous avez très faim, un yaourt végétal ou un yaourt grec. Ok, mais ça, c'est en option. Et là, on essaye de ne pas cuire parce que la cuisson peut altérer le tryptophane. Donc là, je vous ai remis des aliments qui sont riches en tryptophane, mais voilà, faire attention à la cuisson. Il y a Alors aussi des plantes. Ouais. peut-être également un petit truc pour les bananes, c'est que plus vos bananes sont mûres, plus Mm. elles vont être sucrées, donc indice glycémique élevé. Exactement. Donc, qui vont stimuler Par l'insuline. C'est contre, mieux de prendre une par contre, banane si elles verte. sont, voilà. Mais si elles sont trop vertes, elles sont indigestes. Ouais. Donc, il faut trouver le juste milieu. Voilà. Juste ce milieu, voilà, qui est pas forcément évident. Puis après, ça dépend du moment où on l'achète et où on la Oui, consomme. c'est vrai. Comme les avocats. Il y a quelques plantes qui aident. Donc, vous pouvez faire des infusions, valériane, camomille, passiflore, mélisse ou tilleul. Pour que ce soit efficace dans les plantes en infusion, il faut au moins prendre 3 tasses par jour. Moi, j'aime beaucoup l'eau de fleur d'oranger. D'après une étude, elle serait plus efficace qu'un anxiolytique pour réduire les manifestations de l'anxiété. Ça, c'est particulièrement bien, je trouve, pour les enfants le soir, s'ils sont un peu agités, s'ils ont du mal à aller au sommeil. N'hésitez pas à mettre une cuillère à café d'eau de fleur d'oranger dans un verre d'eau, par exemple. Vous pouvez aussi vous mettre une cuillère à soupe dans votre infusion. Ça donne un petit goût sympa, bien sûr, si vous aimez ça, parce que l'eau de fleur d'oranger, tout le monde n'aime pas. Mais assurez-vous que ce soit de l'eau de fleur d'oranger, 100% eau de fleur d'oranger. Parce que souvent maintenant, ils coupent avec de l'eau, de l'alcool, etc., du sucre. Donc faites attention. Vous pouvez également utiliser des huiles essentielles, soit en olfaction, soit quelques gouttes dans de l'huile végétale où vous faites des massages. Vous pouvez faire des automassages au niveau des pieds, au niveau de la poitrine, au niveau du cou. Ça peut être très bien. Ou vous avez aussi des brumes d'oreiller qui contiennent des huiles essentielles. Et la ashwagandha, qui est quand même une super plante adaptogène, n'est-ce pas Cédric? Ou sinon, vous avez des complexes chez Nutrilogix qui sont super. Et voilà. Bon, du coup, j'ai pas parlé de tes produits, hein. Ouais, effectivement, ouais, comme ça, je fais la parenthèse, vous avez pas mal de, enfin, il y a une toute nouvelle gamme Aroma qui est sortie Hum. il y a quelques mois.
justement, mais qui a fait ses preuves depuis plus de 10 ans chez la personne qui nous fait nos mélanges. Justement, ce sont des mélanges qui sont bio. Et donc, vous retrouverez toutes les infos, évidemment, sur le site ou en vous renseignant auprès de votre thérapeute. Et maintenant, on va faire un exercice pratique. Donc, je vous invite à prendre une feuille en format A4, en tout cas une feuille qui soit assez grande, pas trop petite. Alors, il est où? Mon cahier, il est là. Hop. Voilà. Et vous la prenez en format paysage, vous la mettez devant vous et vous prenez un stylo. Et pendant 3 minutes, vous allez dessiner votre respiration. C'est-à-dire que vous allez fermer les yeux, vous concentrer sur l'air qui rentre dans les narines et qui sort. Et en fait, vous allez suivre le mouvement avec votre main. C'est-à-dire que vous allez faire des vagues. Donc là, si j'inspire, ça monte et quand vous expirez, ça descend. OK? Et on va faire ça pendant 3 minutes. Est-ce que tout le monde a compris? J'entends tout le monde dire oui. OK, super. Quelqu'un dit on ne vous entend plus. Oui, 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 voilà. OK. Et je fais je fais la parenthèse tant que j'ai la parole. Marie-Christelle qui nous pose une question sur l'ashwagandha et SOPK. Je suis désolé, Marie-Christelle, c'est pas vraiment le thème ce soir. Donc, j'ai une vidéo sur SOPK que vous pourrez retrouver sur la page YouTube Nutrilogix. OK, super. Alors, je vous invite à fermer les yeux et à commencer. Et moi, je mets le chrono dans 3 minutes. On se retrouve dans 3 minutes. OK, les 3 minutes sont passées.
Comment vous vous sentez? Si certains veulent s'exprimer, vous avez, voilà, calme, bien, Apaisé, apaisé, calme, tranquille, tranquille, apaisé. apaisé. Ouais. Je fais sans la feuille. Oui, c'était possible de faire sans Mhm. la feuille aussi. Normal, bien tranquille. Mal au dos. Ah, là, c'est peut-être que la position assise, prête à m'endormir, n'était pas forcément optimale. Envie de dormir, calme. Ouais. Bah là, en fait, on a apaisé le système nerveux. Vous voyez, ça a duré 3 minutes. Ok, seulement 3 minutes où vous êtes concentré sur votre respiration. Donc c'est vraiment une optimisation du temps si vous voulez faire baisser votre cortisol. Et ça, c'est quelque chose que je vous invite à faire dans l'après-midi. Faites une pause. Vous pouvez le faire 3 fois par jour si vous voulez, principalement avant les repas, c'est mieux. Où on est généralement plus à l'aise pour respirer. Vous pouvez vous le faire aussi coucher pour vous endormir. Ça marche très très bien. Et puis, si vous voulez aller un peu plus loin, vous allez compter vos pics. Donc les hauts à chaque fois des vagues. Et voilà, 17, Florence. Super. Donc les pics, ça va être variable. Il y a des personnes qui peuvent aller jusqu'à 30 en 3 minutes. Mais voilà, 18, Thérèse, c'est parfait. 18, 12, voilà, 13. 18, 29, super. Si vous voulez aller un peu plus loin, vous pouvez aussi vous aider d'une application pour respirer à ce qu'on appelle en cohérence cardiaque, donc où on inspire sur 5 temps, où on expire sur 5 temps. Et pour celles qui ont 18 vagues, bah, typiquement, c'est 6 respirations par minute, donc c'est 3 fois 6, 18. Donc la cohérence cardiaque, c'est 18 là sur les 3 minutes. Si vous êtes à 40 et quelques, ne faites pas tout de suite la cohérence cardiaque. Plutôt, entraînez-vous plutôt à dessiner la respiration. C'est bien de la dessiner si vous le pouvez parce que ça permet d'avoir un geste conscient et de vous focaliser un peu plus que sur la respiration. Si on n'a pas le stylo, parfois le cerveau peut aller un peu plus facilement dans les pensées. Alors effectivement, les applications, il y a Respirelax ou il y a Respire, tout simplement. Ce sont des applications qui sont gratuites. Et il y a pas mal de bienfaits qui ont été mis au jour de cette cohérence cardiaque, notamment la diminution de l'hypertension artérielle, la diminution du risque cardiovasculaire, la diminution de l'anxiété et de la dépression, une meilleure régulation du taux de sucre dans le sang, réduction du périmètre abdominal et de la perte de poids et meilleure récupération à l'effort pour les sportifs. Voilà, il y a plein de livres qui existent sur cette cohérence cardiaque, notamment de David O'Hare, qui est très très bien. Mais voilà, l'idée de la cohérence cardiaque, c'est vraiment essayer de la pratiquer entre minimum une fois, mais 3 fois par jour, c'est bien. Soit avec le stylo, soit avec l'application, soit voilà, juste vous concentrer sur la respiration, ce sera déjà très bien. Donc, ce que vous pouvez faire aussi concrètement pour apaiser ce stress dans la cohérence cardiaque ou la respiration, vous pouvez faire aussi également des pauses scan corporel pour celles et ceux qui connaissent, où finalement vous allez scanner, faites une pause, vous fermez les yeux et vous allez scanner tous les organes de votre corps, toutes les parties de votre corps finalement pour savoir comment ça va. Voilà, la tête, le front, pour essayer de détendre les muscles, les oreilles. Vous commencez par le haut jusqu'au bas des pieds, ou vous pouvez partir du bas et remonter en haut. Ok? Ça, c'est possible. Sinon, il existe également des vidéos sur YouTube si vous voulez pas les faire vous-même. Vous avez également, pour apaiser le stress, ça c'est quelque chose que je rencontre très fréquemment chez mes clientes, c'est d'être dans soit on fait les choses parfaitement, soit on fait rien du tout. Il y a toujours un juste milieu, ok? C'est pas parce que vous n'êtes pas parfaite que c'est nul. On peut faire quand même un minimum de choses. C'est pas parce que vous n'avez pas le temps pour faire vos séances de sport que vous pouvez pas aller marcher 5 ou 10 minutes. Ok? Même si c'est pas ce que vous auriez voulu. C'est pas parce que vous n'avez pas votre repas que vous vouliez faire ce soir et qu'il y a des pâtes que tout est fichu.
on peut toujours voir le côté positif et on peut toujours mettre en place des choses. Ok. Et également pour le stress, il y a des bons nutriments qui sont hyper importants. Donc on va les voir, je crois, un peu plus en détail, notamment magnésium, vitamine du groupe B, oméga 3, vitamine D, très important. Et si possible, max 3 cafés par jour. Voilà. Après, si vous êtes à 10 cafés par jour, passez pas de 10 cafés par jour à 3 cafés par jour. Vous pouvez diminuer. Le but, c'est de diminuer, mais de diminuer doucement avec vos propres capacités. Les graisses, elles sont hyper indispensables au cerveau et au bien-être, hein, notamment le bon gras. Le cerveau, il est composé à 60% de graisse. Et quand il manque de graisse, justement, le cerveau, eh bien, les émotions sont moins stables et la gestion du stress est plus difficile. Le problème, ce n'est pas le gras, c'est le manque de gras de qualité. Ok. Tous les gras ne se valent pas. Or, aujourd'hui, on a dit que le gras, c'était mauvais et que ça faisait grossir. Le gras des frites n'est pas le même que le gras du saumon. Donc moi, ce que je vous conseille de privilégier, ce sont des huiles première pression à froid, de qualité biologique si possible, d'olive ou de colza. Colza à garder au réfrigérateur. Également loin, lin, graines de lin, chanvre, camomille qui sont bien. Les avocats, les oléagineux et les poissons gras, notamment les petits poissons gras de type sardines et maquereaux. À limiter les produits ultra transformés, les huiles raffinées chauffées et tout ce qui est friture. Bon, je pense que je vous apprends rien, mais c'est important de le rappeler. Sinon, vous avez les fameux oméga 3, hein, de type PADHA qui, eux, soutiennent encore plus le cerveau, apaisent le système nerveux, réduisent l'inflammation et aident à mieux gérer le stress. Si vous mangez pas des poissons 3 fois par semaine, c'est bien de vous complémenter en EPA, DHA de qualité comme oméga 3 700 chez Nutrilogix, voilà, qui sont de qualité. Le magnésium, très important, ne serait-ce que pour la synthèse de neurotransmetteurs comme la sérotonine, neurotransmetteur de la satiété, de la sérénité, pour aider à réduire le stress et l'anxiété. Rappelez-vous le cercle vicieux dont je vous ai parlé avec le stress. Plus on stresse, plus on perd de magnésium, plus on perd de magnésium, plus on stresse. Et souvent on me dit, moi j'ai fait doser le magnésium, tout va bien. En fait, il faut savoir qu'il n'existe pas de dosage fiable au niveau de la prise de sang, puisque quand on fait une prise de sang et qu'on dose le magnésium, il est au niveau sanguin. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'il agisse au niveau cellulaire. Ok. Donc, un dosage qui peut être un peu plus fiable, c'est le magnésium érythrocytaire, où on va à l'intérieur des globules rouges. Mais bon, voilà, c'est pas forcément. Moi, je vous conseille de vous supplémenter en magnésium. Et petit point, le magnésium ne se stocke pas. Donc, c'est bien de prendre plutôt quelque chose en continu, 5 jours sur 7, plutôt que juste des cures de 3 mois. Là, je vous mets les signes de déficit en magnésium, qui sont les signes principaux, comme la fatigue, la difficulté à s'endormir, les crampes ou les douleurs musculaires. Vous savez, les fameuses crampes dans le mollet, là, la nuit, ça c'est horrible. Paupières qui sautent. Engourdissement, fourmillement des doigts, des pieds, étourdissement, vertige, maux de tête, anxiété, hyperémotivité et troubles de la concentration également. Magnésium, il est vraiment indispensable pour pas mal de choses. S'il y avait un complément vraiment à prendre, ce serait celui-là. Vous avez également quelques aliments qui sont riches en magnésium, comme les algues de mer. Alors, je sais que c'est pas forcément le truc qu'on se dit qu'on rajoute tous les jours dans nos plats. Vous avez la dulce, la nori, la laitue de mer. Tout ce qui est légumineuse aussi, lentilles, pois chiches sont assez riches en magnésium. Céréales complètes, encore une fois, si vous les digérez. Les oléagineux, le germe de blé ou chocolat noir. Mais bon, chocolat noir, voilà, dépend du chocolat noir et de la qualité du chocolat noir. Le pain, moi j'aime beaucoup le pain Pané Vivo. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent. C'est un pain de qualité au levain. Dans 100 grammes de pain, il y a 253 mg de magnésium. On sait que l'alimentation actuelle couvre difficilement les besoins. Donc, et que les apports nutritionnels pour la femme, c'est environ de 360 mg par jour, pour l'homme un peu plus. Donc, si vous avez besoin de vous complémenter, c'est plutôt sous forme bisglycinate et ou glycérophosphate de magnésium. Moi, chez Nutrilogique, vous avez le MAC 3, vous avez MG 500 qui sont très bien pour ça. Les vitamines du groupe B aussi sont vraiment importantes dans tout ce qui est gestion du stress,
dans tout ce qui est régulation au niveau du cerveau, régulation de l'humeur, transformation des aliments en énergie. Encore une fois, elles sont cofacteurs de nombreuses enzymes et également au niveau des hormones. Et la vitamine B6, c'est pour ça qu'on l'associe souvent au magnésium, elle joue un rôle également dans la production d'énergie. Enfin, bon, pareil, vitamine du groupe B, hyper importante, surtout pour les femmes à partir de 30-35 ans. Ok. Donc, je vous remets quand même des sources de vitamine B, les œufs, super source de vitamine B, poissons, légumineuses, céréales complètes, viande et le foie. Mais aujourd'hui, le foie, voilà, c'est pas forcément quelque chose que je recommande. Les abats sont très riches en vitamines du groupe B, mais voilà, il faudrait vraiment des abats de qualité. Et puis aussi aujourd'hui, voilà, c'est un peu moins fréquent de proposer du foie au restaurant ou même au dîner le soir. Et encore une fois, si besoin, prendre un complexe de vitamines du groupe B. Donc dans le MG500, par exemple, il y a les vitamines du groupe B en même temps que le magnésium. Donc vous avez un complément qui vous fait à la fois le magnésium et les vitamines du groupe B. La vitamine D3, il y a 80% des Français qui sont en déficit. Honnêtement, je pense que c'est un peu plus. Alors les 20%, ils doivent bien se supplémenter. Et le vitamine D3 aide à l'absorption du calcium et du phosphore. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est hyper important parce que souvent, on me dit, oui, mais moi, je mange pas assez de calcium, j'ai pas de produits laitiers, etc. Mais en fait, c'est pas forcément le calcium qui compte, c'est vraiment la vitamine D qui va aider à favoriser l'absorption du calcium. Et c'est souvent elle qui est en déficit. La vitamine D est un grand régulateur également du système immunitaire, donc très important, encore plus quand il y a une maladie auto-immune. Elle intervient également dans la gestion des émotions, a une action antidépressive, donc top pour l'humeur, et également régule l'appétit. Donc on y va sur la vitamine D. Là encore, il faudrait 22 œufs ou 5 plaquettes de beurre pour avoir 100% des AJR. Je ne vous conseille donc pas de manger 22 œufs par jour ni 5 plaquettes de beurre. Il y a les fameux UVB du soleil qui nous aident à synthétiser la vitamine B, mais là où on est généralement, que ce soit France, Belgique ou Suisse, il nous faut les UVB et entre mai et septembre, ils sont là, mais sinon, il n'y en a pas. Ok? Parce qu'aujourd'hui, même si on prend le soleil, il y a pas les UVB, hein, il y a que les UVA. Donc la supplémentation, c'est là j'ai mis à la louche, mais au moins 4000 UI par jour avec du gras pendant 3 mois, puis faire une prise de sang. Ok? C'est mieux de prendre des petites gouttes par jour que des grosses ampoules. Et faites-vous accompagner de votre médecin pour qu'il vous fasse la prise de sang et de voir. Ok. Voilà. Et le calcium ne peut pénétrer à l'intérieur de l'os sans magnésium et sans vitamine D. On va voir rapidement le levier numéro 3 parce que j'explose le temps. Moi, moi, quand je suis lancée, j'y vais. Pourquoi le foie est central dans la perte de poids? En fait, il faut savoir que le foie, c'est vraiment hyper important pour la gestion du métabolisme des graisses, pour la régulation hormonale. Souvent, je vois des femmes arriver à la préménopause, périménopause ou ménopause qui prennent des plantes pour essayer de réguler leurs hormones, mais d'abord, on s'occupe du foie. Hyper important pour transformer et éliminer les déchets et également participe à la régulation de la glycémie. Et si le foie fonctionne au ralenti, ce qui est généralement le cas, le métabolisme ralentit aussi. Donc le foie, c'est vraiment central pour la perte de poids. En plus, au printemps, donc là, c'est la bonne saison pour faire une détox du foie. Parce que en médecine traditionnelle chinoise, le printemps, ça correspond à la saison du foie. Et le rôle énergétique, c'est le foie qui stocke et qui distribue l'énergie, hein, le fameux le qi. Et une fois congestionné, bah, il bloque cette circulation, provoquant fatigue, irritabilité, stagnation digestive. Donc en fait, c'est vraiment important de le soutenir, ce foie. Et principalement, voilà, s'il y a une cure détox à faire, c'est vraiment à l'arrivée du printemps. Quelques fois qui montrent que le foie finalement est engorgé, un petit peu trop, on va dire fatigué, si je puis dire. Irritabilité, colère, impatience, digestion lente, ballonnement, nausées, douleurs musculaires et tendineuses, peau terne, acné, maux de tête, aussi les boutons, hein, et bien évidemment difficulté à perdre du poids. Que faire concrètement? Là, l'idée, c'est d'augmenter les légumes verts et tout ce qui est saveur amère. Donc, brocoli, épinards, courgettes, artichauts, radis noirs, endives, roquettes, pissenlit. Vous pouvez aussi réduire ce qui le surcharge. Donc, tout ce qui est sucre raffiné, excès d'alcool, produits transformés
Et le stress, il faut savoir que le stress, c'est l'une des plus grandes toxines pour le foie, ok, et pour le corps d'une manière générale. Souvent, on l'oublie, mais voilà. Donc, des fois, il vaut mieux moins manger, mais faire ses respirations en cohérence cardiaque. Une hydratation qui est suffisante, ok, pour aider le foie à l'élimination et les reins aussi à l'élimination des toxines, avec de l'eau, des tisanes de romarin, vous pouvez, jus de citron ou sève de bouleau. Petit point sur la sève de bouleau, parce que là, ça va être la saison. Euh, voilà, vous attendez pas à quelque chose de miraculeux avec la sève de bouleau, hein. Ça peut être bien, ça peut vraiment vous aider, mais c'est pas ça qui va vous faire perdre du poids et stimuler ce qu'on appelle les émonctoires en naturopathie, qui sont les portes de sortie des déchets. Donc c'est la peau, on transpire avec l'activité physique ou le sauna, même le hammam. Les intestins, donc on va à la selle régulièrement. Si c'est compliqué, on ajoute des fibres, on boit plus ou si possible, on prend voilà du psyllium ou de la gomme de guar hydrolysée. Les respirations profondes pour les poumons et si possible à l'extérieur, l'hydratation suffisante et si besoin, un soutien hépatique doux avec des plantes comme du chardon-marie, du desmodium. Et le dernier levier qui est reconstruire le muscle. Moi, j'attendais s'il y avait une question, Cédric, mais non, c'est bon. Le muscle, il est vraiment, vraiment stratégique, particulièrement parce qu'il consomme de l'énergie même au repos. Et plus vous avez de masse musculaire, plus vous brûlez de calories au quotidien, plus votre métabolisme est actif et plus la perte de poids est durable. En fait, le muscle, c'est vraiment le moteur métabolique. On sait aujourd'hui que le muscle, c'est ça qui va vous permettre, y compris dans l'avancée à l'âge, de vous maintenir debout, de continuer à faire de l'exercice, de continuez aussi à vous mouvoir comme vous le souhaitez. Et en cas de restriction, bah, le corps perd principalement du muscle. Du coup, le métabolisme va ralentir et la reprise de poids est facilitée. Ok. Et moins de muscle, moins de dépenses énergétiques. En fait, c'est ça, hein. Plus on fait de régime, plus on perd du muscle et du coup, plus le métabolisme y ralentit. Et donc après, bah, on mange normalement et on prend plus de poids qu'avant. Et là, on s'était dit, mince, mais pourquoi j'ai commencé à perdre du poids au début? J'étais pas si mal que ça en fait. Que faire concrètement? Alors, on intègre du renforcement musculaire, si possible 2 séances par semaine minimum. Donc, exercice au poids de corps, vous pouvez faire ça. Ou sinon, si voilà, vous êtes entraîné, haltère ou utilisez les machines, si vous connaissez pas du tout les exercices, faites-vous aider par un coach. 20 à 40 minutes, ça suffit. Si vous faites jamais de renforcement musculaire, commencez par 20 minutes, poids de corps. OK? Et après, vous pouvez vous faire aider par un professionnel. Augmenter les protéines. Encore une fois, les protéines, on l'a vu, ça aide au levier 1, gestion de la glycémie, mais ça aide aussi pour le muscle. Donc les recommandations, ça varie entre 1,2 ou 1,6 g de protéines par kilo de poids de corps et poids de jour. La base, c'est comme on a vu dans le levier 1. C'est bien, je redis les choses. Vous voyez, il y a plein de choses qui se croisent et tant mieux, ça évite de faire les choses différemment. Protéines à chaque repas et répartition sur la journée. Donc idéalement, matin, midi, goûter, soir. Goûter si vous pouvez. Le moment clé, vraiment, c'est le matin. Donc, pour rebondir par rapport au jeûne intermittent, vraiment la base, en changeant votre petit déjeuner, vous allez changer votre journée. Donc, je vous ai mis 2 recettes, petit déjeuner sucré, petit déjeuner salé. Voilà. C'est pas parce que c'est sucré qu'il n'y a pas de protéines. Moi, c'est mon petit déj phare. Ça a 2 œufs, 2 cuillères à soupe de farine de coco, 1 cuillère à soupe de poudre d'amande. Je mets aussi 1 cuillère à soupe de protéines en poudre, protéines à la vanille. Je mélange le tout avec un petit peu de lait végétal et je fais cuire à la poêle et je mange ça avec de la purée de cacahuètes et de myrtilles. Et ben vous tenez toute la matinée. Sinon, version salée, 2 œufs, un demi-avocat et si vous le voulez, soit une tranche de pain petit épeautre 100% levain. Petit épeautre, c'est le blé ancestral qui contient peu de gluten, si vous n'êtes pas intolérant, ou un bol de fruits rouges, possible. Le troisième action, c'est de bouger régulièrement pour faire du muscle. Voilà. En fait, il y a souvent des sportifs sédentaires. C'est des personnes qui font 2 heures de sport dans la semaine ou trois, mais en fait, le reste de la journée ne font pas de pas et ne bougent pas. Ce qui est important, c'est d'avoir des mouvements
au fur et à mesure de la journée de pas garder ses fesses sur une chaise dans la journée. Donc marcher quotidiennement au moins 6000 pas par jour, c'est la base. Monter les escaliers au lieu de l'ascenseur et fractionner les périodes assises avec des mouvements. Donc des mouvements, vous en avez plusieurs. Vous avez soit les fameux soleus push-up, où là vous pouvez même le faire ici, où vous levez tout simplement les talons. Et ça va vraiment booster, activer le métabolisme. Ça peut paraître bête à faire, mais c'est vraiment bien. Vous pouvez faire ça 1 à 2 minutes toutes les heures. Vous pouvez faire aussi des pompes au mur. À chaque fois que vous allez faire pipi, vous allez prendre un café, par exemple, vous le faites 10 à 15 fois. Alors ça peut paraître bête, mais au final, sur la semaine et donc sur le mois, bah, finalement, vous allez faire peut-être 200 pompes, quoi. Donc faut pas négliger les petites choses, ça s'accumule. Vous pouvez aussi faire des squats, hein. Et vous pouvez faire des réunions en marchant. Ça, à la fois, on fait plus de pas et à la fois, ça génère plus de créativité et ça joue sur le stress parce que vous faites une activité dehors. Ça, c'est vraiment bien. Moi, je l'ai mis en place. Et en plus, moi, je suis un peu tarée. Donc, en plus, je sors avec un gilet lesté de 10 kilos pour marcher et faire mes réunions. Alors, je ne les fais pas avec mes clientes parce que j'ai besoin d'être devant l'ordinateur. Mais quand je suis avec des prestataires, bah, je suis dehors, on réfléchit à des choses et je trouve que je suis vachement plus créative. Et en plus, ça permet de faire passer le temps. Euh, C'est tout l'avantage d'habiter dans le sud de la France. oui, exactement. C'est compliqué chez nous. Et je voulais juste finir avec cette phrase, c'est on passe trop de temps à vouloir perdre du poids, on devrait passer plus de temps à construire du muscle. Ok. Si vous avez une chose, arrêtez de manger moins, mangez mieux et surtout faites attention à votre masse musculaire. Les 4 piliers à retenir, j'ai essayé de vous synthétiser en une slide. Donc, on a vu stabiliser la glycémie avec 4 pas par jour, plus de protéines. On essaye de bouger, souvenez-vous, 10 minutes après le repas et d'associer les glucides avec des bonnes sources, fibres plus protéines. Rappelez-vous, la pomme seule, ça va faire monter l'insuline. Donc, dans ces cas-là, plutôt associer une poignée d'amandes avec la pomme. Apaiser le stress en essayant de mieux dormir. Je vous ai donné des tips. Une assiette adaptée, notamment le goûter où on essaye d'aider avec la synthèse de sérotonine avec du tryptophane, de faire des pauses comme la pause de respiration qu'on a fait sur 3 minutes, d'adopter le bon état d'esprit en essayant d'avoir toujours cette notion du verre à moitié plein. Soutenir le foie avec des légumes verts, les légumes amers, qui vont être les légumes de saison hein, au printemps. Moins de toxines. La plus grosse des toxines, je vous rappelle que c'est le stress. Plus d'hydratation et de stimuler les émonctoires, donc les portes de sortie des déchets. Et de développer la masse musculaire avec du renforcement musculaire. Plus de protéines et bouger régulièrement. Donc là, j'ai mis plusieurs fois en gras les choses qui reprenaient plusieurs fois. Et dans stimuler les émonctoires, en fait, il y a le fait de bouger. L'activité physique, c'est la seule technique qui permet de stimuler tous les émonctoires en même temps. Ok. Stop à la perfection et on passe à l'action. Donc aujourd'hui, j'aimerais que vous vous engagiez, que cette masterclass, conférence vous serve et que vous permette de passer à l'action. Donc moi, je vais vous engager à je vais vous inviter à vous engager sur une action ou peut-être une sur chaque pilier, comme vous le souhaitez, que vous allez mettre en place dès demain. Et une fois que vous avez fait ça, vous mettez dans le chat, aujourd'hui, je m'engage à, ça peut être commencer la journée avec des protéines, marcher 10 minutes après le déjeuner, se coucher 30 minutes plus tôt, ajouter du renforcement musculaire cette semaine. L'idée, c'est pas forcément de faire trop, c'est de faire juste pour vous, d'être, on va dire, de tenir vos objectifs et comme ça, à la fin de la semaine ou même à la fin du mois, d'être fier de vous parce que vous avez tenu vos engagements. Donc, il vaut mieux peu mais contient plutôt que trop et contient pas et qu'après finalement, voilà, on culpabilise. Les 3 premiers, super Elisa, ajouter du renforcement musculaire. J'ajouterai plus de mouvements dans la journée. Super Alain. Cécile, Marie, me coucher 30 minutes plus tôt. Lucie, il faut aller chercher plus loin. Ce n'est plus une question de cortisol. C'est pour Hashimoto. Ah, c'est autre chose. Ça, c'est pour une autre question. Ouais, Oui, c'est pour oui, c'est l'autre pour une autre question. question. Oui, oui. Gloria, me coucher 30 minutes plus tôt. J'en sais super. Trop bien.
Bon, ça va, je vous ai convaincu avec le renforcement musculaire, alors. Ce sera déjà bien. Et la marche. Ouais. Sachez que tout ce que vous avez écrit est enregistré, évidemment. Et donc, on se revoit dans quelques semaines pour voir si vous avez effectivement C'est ça, gardez ça. Ouais. mis en application. Si vous souhaitez aller plus loin, j'organise un challenge gratuit du 10 ou 12 mars pour comprendre ce qui bloque la perte de poids, où on identifiera les blocages hormonaux, ce qui bloque la perte de poids. C'est principalement pour les femmes de plus de 40 ans. Voilà, je tiens à le dire et je vous mettrai le lien dans le chat pour celles que ça intéresse. Ça va être 3 jours en live du 10 au 12 à 20 heures. Et je pense qu'on peut passer session de questions-réponses. Alors, merci Julie. Donc, pour le lien, tu me l'enverras et comme ça, je le Ouais. remettrai dans le mail qu'on vous envoie à tous demain pour le Pour le replay. webinaire, pour le replay, pardon. Comme ça, vous l'aurez tous. Avant de passer à la session questions-réponses, effectivement, ouais, je voulais simplement faire juste une petite intervention pour Nutrilogix. Mon objectif n'est pas de vous convaincre de prendre l'un ou l'autre complément chez nous. Vous devez toujours vous référer à votre thérapeute. Mais ce pourquoi votre thérapeute fait confiance en Nutrilogix, il y a plusieurs choses. Ben, c'est d'une part notre approche globale de la santé, c'est de se dire que on ne peut pas faire des excipients, on ne peut pas, pardon, faire des excipients, on ne peut pas faire des produits en y mettant des excipients qui seraient nocifs ou litigieux pour la santé. Donc, clairement, chez nous, vous allez trouver des produits qui sont faits chez nous, hein. On n'achète pas quelque chose de tout fait ou simplement on met notre étiquette. Non, nous allons chercher nos matières premières, si possible bio, c'est pas toujours possible, mais si possible bio, avec un niveau énergétique euh, élevé. Donc, ça va peut-être parler à certains, mais ça, c'est quelque chose qui est important aussi d'avoir un niveau vibratoire élevé. Donc, on va chercher les matières premières dans les meilleurs endroits possibles et effectivement, on n'y ajoute pas d'excipients. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est primordial chez nous. Aussi, ben, voilà, tout ce qui se trouve autour, le service que vous pourrez retrouver chez nous, si vous avez déjà eu l'occasion de téléphoner à l'un ou l'autre de mes collègues, vous savez à quel point vous êtes bien accueillis. Et tout ça fait partie un peu de notre philosophie parce que on travaille avec une philosophie qui est vraiment exceptionnelle. Voilà. On va passer aux Ouais. questions-réponses. Euh, Euh, oui, je reprends dis-moi. juste une intervention de Laurence dans le chat qui justement a dit que de mon côté, je fais ça depuis des années et je ne perds pas mes 7 kilos pris 10 000 pas par jour, alimentation saine, IGBA. Dans ces cas-là, il faut aller creuser plus loin et c'est pour ça qu'il y a le challenge. Parce que je sais que pour certaines personnes, ça ne suffit pas. Voilà. Euh, Ouais, Marie nous demande si tu as une référence sur l'étude sur la fleur d'oranger. Oui, j'ai l'étude, je l'ai pas là de tête, je te l'enverrai aussi. Mhm. Ok, merci. Tu proposes du chocolat noir pour la sérotonine et le sommeil le soir, mais il y a de la caféine dedans. Je voudrais savoir pourquoi. Alors le chocolat plutôt au goûter plutôt que le soir. Et Mhm. voilà, après, ça dépend de la sensibilité à la caféine. S'il y a une sensibilité à la caféine, on ne prend pas de chocolat. Mais voilà, souvent, prendre un carré de chocolat généralement au goûter, il n'y a pas d'effet sur le sommeil. Le taux de Négatif. caféine est très, très faible, hein. Très, très faible, hein. Donc, il faut vraiment Oui. une hypersensibilité à ça. Pourquoi est-ce que, il serait plus difficile de perdre du poids chez la femme au sujet du jeûne intermittent que chez l'homme? Ouais, bah, c'est ce que j'ai pu observer en fait. Voilà, je connais pas la réponse, mais bah, tous les hommes qui en parlent, qui trouvent ça génial ou qui ont écrit des livres, c'est que des hommes chez qui ça a marché. Et moi, j'ai eu beaucoup de femmes. Alors pareil, hein, on va dire, c'est en pratique. Donc, j'ai eu des femmes aussi qui ont réussi à perdre du poids avec le jeûne intermittent. Mais d'une manière générale, ce que j'observe, c'est que les femmes qui font le jeûne intermittent prennent du poids ou n'en perdent pas. Petit burn-out, plus de cortisol, est-ce que tu as une alternative fiable à la place de l'hydrocortisone, pardon?
Non, moi identifiable. En fait, il faut voir l'organisme d'une manière générale. Je peux pas répondre à des questions comme ça. En fait, c'est un ensemble de choses qu'il faut voir par rapport à la personne, ce qu'elle mange, l'activité qu'il y a, le sommeil, etc. Et Mhm. en fait, c'est une hygiène de vie générale qu'il faut aller chercher. Est-ce qu'on peut prendre de la vitamine D en continu, nous demande Lucie. Alors, il faut faire le dosage de la vitamine D pour pas Mhm. être en excès non plus de vitamine D. Généralement, c'est rare, mais pareil, c'est pas parce qu'on prend de la vitamine D en continu qu'on a des bons taux de vitamine D. Moi, j'ai beaucoup de clientes qui prennent de la vitamine D, pourtant qui sont en déficit par rapport aux normes santé. Donc ça, c'est important de faire le dosage avec son médecin. 2 œufs par jour, ça représente 14 œufs par semaine. Est-ce que le foie est prêt à absorber ça? En quoi il serait pas prêt à absorber ça? C'est voilà. Ne Moi, je m'engueule mange. pas, hein, je ne fais que Oui. répéter les questions. Oui, J'ai les oui, non réponses, hein. mais ouais, ouais. J'ai les Non, non, réponses. les œufs, enfin voilà, le foie, on lui fait subir énormément plus de choses, hein. L'eau du robinet qui est pas traitée, nos légumes, même si on les achète bio, c'est moins pire que du conventionnel, mais il y a quand même, en fait, il y a énormément de toxines dans l'environnement, toutes les toxines, les pailles, à l'intérieur des bâtiments, il y a plein de COV partout. Enfin voilà, les œufs, à partir du moment où c'est des œufs de qualité biologique, non, c'est OK. Moi, je mange au moins 2 œufs par jour depuis 10 ans. Je pense que mon foie, ça va à peu près. Bon, je m'en occupe aussi, mais voilà, c'était pire avant, quoi. Alors, je vois un petit mot passer. Pourriez-vous nous donner la liste des noms de tous les compléments alimentaires nutrilogiques qui pourraient vous aider à vaincre cette prise de poids? Eh bien, malheureusement ou heureusement, non, puisque ça va être vraiment individualisé et que oui, je pourrais prendre une casquette de vendeur sur le marché et vous vendre tous les produits du monde en vous disant que ça va fonctionner. Peut-être que certains produits vont fonctionner pour vous, mais Mm. peut-être qu'ils ne fonctionneront pas pour vous et inversement. Donc vraiment, je vous invite à vous tourner vers un professionnel de la santé. Et si l'un ou l'autre d'entre vous cherchez un professionnel de la santé dans votre région, n'hésitez pas à nous envoyer un message au mail que vous recevrez demain. De toute façon, vous pouvez y répondre. Et on se fera un plaisir de vous guider vers des professionnels de la santé de votre région sans aucun problème. Isabelle qui nous demande, quand vous parlez de quantité de protéines par jour, ce sont des protéines pures ou par exemple 90 grammes de poisson, par exemple. Alors, Deux quand fois je par parlais de exemple la... d'ailleurs. Alors, moi, pour faire simple, en fait, je conseille une portion, une part de protéines par repas. Donc, par exemple, une part de Mhm, protéines le matin, ça peut être 2 œufs. Le midi, ça peut être une portion de viande ou une portion de poisson. Le soir, c'est pareil, une portion de poisson. Et goûter, ça peut être poignée d'oléagineux ou une yaourt grec. Voilà. Après, si on veut être un peu plus précis, l'idéal, c'est autour de 1,5 g par kilo de poids de corps et par jour. Et les kilos de poids de corps, c'est les kilos de poids de corps souhaités. Donc, par exemple, Elisabeth, si tu veux faire 60 kilos, il faut que tu fasses 60 fois 1,5. Donc, normalement, ça te fait 90 grammes, si je fais encore mhm. du bon calcul. Donc, idéalement, 90 grammes d'apport de protéines par jour. Sachant qu'environ dans 100 grammes de poisson, tu as à peu près 30 grammes de protéines. Mhm. Oui, c'est ça dont il faut tenir compte aussi, hein. 100 grammes de poisson, ce n'est pas 100 grammes de protéines. Oui, exactement. Yasmine qui nous demande est-ce qu'une poignée de noix de cajou est équivalent à une poignée d'amandes? Alors, ça dépend de quel point de vue on se situe. Mhm, En tout cas, au goût, non. Mais c'est assez sympathique les deux, moi j'aime bien. Après, ce qui compte, c'est aussi la variété, hein, d'une manière générale. mhm. Essayer d'avoir de manger varié le plus possible. Elisabeth qui nous demande ce que tu penses des graines de chia au petit déjeuner. Pour l'apport en protéines, alors c'est une très bonne question parce que souvent on en parle, ces graines de chia. Il faut savoir que une cuillère à soupe de graines de chia, c'est moins de 2 grammes de protéines. Donc il n'y a Mhm, pas vraiment, même si on dit que c'est quand même une source de protéines, enfin je crois qu'au 100 grammes, on est autour de 15 grammes de protéines de graines de chia. Donc un, il faudra en manger beaucoup. Et deux, généralement, on n'assimile pas.
tous les graines de chia parce que tout simplement on les mastique pas et on les met souvent en pudding, donc tout n'est pas non plus assimilé. Donc c'est pas forcément une bonne Mhm. source de protéines, quoi. Euh, le- le- Cécile Landry qui nous dit, pour moi, pas de protéines animales car ça fait chuter les hormones thyroïdiennes et ralentir la perte de poids. Donc Ouais. là, on est vraiment dans un problème spécifique que Cécile Landry, docteur Cécile Landry connaît très bien et donc est de très bons Oui, conseils. oui. Euh, Après, il faut individualiser, hein. ouais. On est tous différents. Donc, j'ai un doute sur le conseil de protéines du soir. Trop de viande le soir égale difficulté d'endormissement, donc sommeil de moins bonne Bonne qualité. qualité. Effectivement. Effectivement, le soir, on déconseille la viande qui peut exciter, encore plus la viande rouge. Et encore une Mhm. fois, on conseillera plus les poissons si c'est OK pour vous et si vous sentez que ça vous fait du bien. Tous les conseils que vous entendez, si vous les testez et que vous, ça vous convient pas, n'insistez pas. Mhm. Alors, justement, tu as parlé d'une obligation ou qui valait mieux d'un conseil, en tout cas, de prendre le petit déjeuner. Oui, Quel est ton avis par rapport au jeûne intermittent en supprimant alors le souper, le repas du soir, donc 8 heures de prise alimentaire et 16 heures de jeûne pour ouais. justement faire diminuer l'insulinémie. Je vais y arriver. Je trouve que c'est beaucoup mieux dans ce sens-là. Et effectivement, c'est un Mhm. vrai boost perte de poids. De toute manière, c'est bien de suivre l'adage, petit déjeuner comme un roi, déjeuner comme un prince et dîner comme un pauvre. Mhm. Quel est ton point de vue sur les produits laitiers? Ouh là là! Je crois qu'on peut C'est un, faire... c'est un vaste débat et tu n'es pas obligé d'y répondre. C'est un vaste débat. D'une manière générale, essayer de limiter les produits laitiers de vache. Voilà, c'est ce que je conseille. Mhm. Privilégier chèvre ou brebis quand il n'y a pas d'intolérance. Chez certaines personnes, ça va être OK chèvre ou brebis. Chez certaines personnes, ça va pas être OK. Encore une fois, si c'est pas OK, vous forcez pas. Alors Françoise nous demande si tu privilégies alors les protéines végétales. Alors, dans protéines végétales, pour moi, je vois deux grandes sources, soit les légumineuses, qui sont pas forcément, voilà, faut avoir des sacrés intestins pour en digérer souvent. Et moi, voilà, j'aime bien le tofu, le tempeh, quand on les prend fermentés, avec maximum 2 fois par semaine. Mais ça peut être pas mal, encore une fois, quand on les digère bien, quand on n'est pas sensible aux phytoestrogènes. Ça peut être une bonne source de protéines. Mhm. Annick qui nous demande si tu as la même vision, la même approche pour une femme ménopausée. Oui, typiquement, là, les 4 leviers vont être aussi pertinents, notamment pour le muscle. Après, encore une fois, pour aller plus loin, il faut individualiser et affiner. Mais en tout cas, tout ce que j'ai dit là, c'est vrai. Enfin, Ouais, je ouais, ouais. recommanderais ça pour une femme ménopausée. Alors tu as mentionné à plusieurs reprises l'importance d'un bon Ouais. microbiote. Que faire exactement? Ah, là encore, c'est un vaste sujet. Oui, c'est un. Vous pouvez y répondre. Mais en gros, la base, c'est d'identifier les dérèglements de votre propre microbiote. Enfin, moi, c'est la base de mon travail. Et après, de mettre en place des stratégies qui sont individuelles. Donc, on va pas tous avoir les mêmes recommandations pour le microbiote. Typiquement, tout ce qui est fermenté, le kéfir et le kombucha, c'est mis en avant énormément pour les bienfaits sur le microbiote. Mhm. Chez certaines personnes, comme moi, si je prends du kéfir ou du kombucha, mais je deviens une bonbonne, quoi. J'ai le ventre qui explose. Donc c'est C'est pour ça ça. qu'il faut individualiser. On n'a pas du tout tous les mêmes microbiotes, donc on ne doit pas tous avoir les mêmes recommandations. Et toujours en parlant du microbiote, qu'est-ce que tu penses de l'Akkermansia Par rapport à quoi? par rapport au microbiote? Que pensez-vous de l'Akkermansia? Nous demande Yasmine. Donc Pour moi, il y clairement, a c'est oui, tout ce qui est produit perte de poids, probiotiques perte de poids, il n'y a pas de, pour moi, il n'y a pas de un truc miracle. Ça peut aider en complément d'autres choses, de l'hygiène de vie, du fonctionnement hormonal, du microbiote. Mais voilà, prendre de la Carmentia tout seul sans rien faire d'autre, ça fonctionnera pas. si vous avez entendu parler de l'Akkermansia comme quelque chose de miracle depuis quelques années, dites-vous que vous l'avez certainement vu dans des revues qui en font de la publicité, mais ça doit être vraiment individualisé. Certaines personnes sont en déficit d'Akkermansia. C'est une
C'est une bactérie qui pourrait aider, mais qui pourrait ne pas aider également. Euh, donc, le gluten a diminué pour perdre du poids avec Hashimoto. Que penses-tu? Oui. Pour un Hashimoto, est-ce que tu fais diminuer le gluten? Bien sûr, bien sûr. On le sait aujourd'hui que le gluten pourrait être un déclencheur de Hashimoto. Donc vraiment diminuer le gluten en cas d'Hashimoto. Et après, si Hashimoto et qu'il y a une difficulté à perdre du poids, il est possible que les hormones thyroïdiennes ne soient pas optimales, quoi. Même avec un traitement. Hmm. Et dernière question, j'ai de très fortes envies de sucre en fin d'après-midi et le soir depuis une dizaine de jours, alors que je n'aime pas habituellement les aliments sucrés. Est-ce que ça pourrait être lié à un manque de sérotonine? Ça pourrait être lié à un manque de sérotonine, ça pourrait être lié à un déséquilibre du microbiote, ça pourrait être lié à un excès de cortisol, ça pourrait être lié à pas mal d'autres choses. Encore, faut aller creuser. Mais c'est possible. Faire un test. Merci beaucoup, Julie, pour toutes ces informations. J'espère que Avec ça grand vous plaisir. aura donné également beaucoup d'informations. Vous recevrez demain le mail avec tout ce dont on a parlé aujourd'hui, tous les liens, tous les quoi? Oui, Les les liens, liens ouais. Le lien. différentes choses. Je remettrai le livre également de Julie. Comme ça, vous saurez exactement le titre et où pouvoir le trouver. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente soirée. Prenez soin de vous, prenez soin de ceux que vous aimez. Salut Julie. Prenez soin de vous. Merci Cédric, merci à tous et à toutes et à bientôt. Ciao.